port militaire de Toulon. Cela fait maintenant 10 mois que le Charles de Gaulle est au bassin. Objectif de cet arrêt technique, effectuer un check-up XXL après des années d'opérations en mer. En 10 mois, ce navire a déjà été en grande partie vidé, démonté. Un véritable défi relevé par les marins et les équipes de Naval Group, maîtres d'œuvre unique d'ensemble de ce chantier hors norme. Un porte-avions, c'est une piste d'atterrissage et de décollage qui est posée sur 2 centrales nucléaires, qui est posée sur un dépôt de munitions de plusieurs centaines de tonnes de munitions. C'est une ville de près de 2000 personnes. C'est finalement un concentré de technologie, mais aussi un concentré de compétences. La seconde phase du chantier commence. Elle va durer 8 mois. Il s'agit maintenant en priorité d'adapter, de moderniser ce navire, le transformer pour faire face aux défis du XXIe siècle et maintenir notre porte-avions nucléaire dans l'élite mondiale. Les technologies que nous mettons en place aujourd'hui sont ce qui se fait sans doute de mieux dans un certain nombre de domaines. Vous allez découvrir la transformation de ce navire d'exception, la rénovation du central opération, le cerveau du bâtiment, le remplacement des radars, mais aussi les travaux sur les systèmes d'appontage et de catapultage, la nouvelle configuration des hangars aviation à Rafale. Un des enjeux majeurs de ce chantier, le passage au tout Rafale. Remplacer les super-étendards qui représentaient hier une partie de la flotte embarquée par des Rafales marines. Ces avions de chasse français répondent parfaitement aux défis de la guerre de demain. Ce passage au tout Rafale va faciliter notre coopération avec nos alliés. Vous suivrez avec nous l'entraînement des marins, un travail sans relâche pour apprivoiser les nouvelles technologies qui vont être intégrées. Objectif, être prêt le jour J dans 8 mois, quand le navire va reprendre la mer. Bienvenue dans les coulisses du porte-avions du futur. Les enjeux du chantier sont de taille. Depuis la construction du Charles de Gaulle à la fin des années 80, les technologies et les conflits ont incroyablement évolué. Tout est à revoir, remplacer, moderniser. C'est un bâtiment qui sera capable de mieux voir, mieux comprendre, mieux agir. Un pari fou qui au total va prendre 18 mois de travaux. Donc ce chantier, c'est 4 millions d'heures de travail, 160 partenaires, 200 000 tâches de travaux. Les équipes se passent le relais jour et nuit, je dis bien jour et nuit, de manière continue. Chacune a un sprint à courir, l'ensemble faisant un marathon. Pour la Marine nationale, l'enjeu est technologique, mais aussi politique. Le Charles de Gaulle est l'unique porte-avions français. Sans lui, c'est la puissance française qui est affaiblie. Comme chaque semaine, le Pacha, autrement dit le commandant du Charles de Gaulle, Antoine de Saint-Germain, supervise les travaux. Les marins du porte-avions sont à pied d'œuvre, avec les équipes de Naval Group, le maître d'œuvre unique de ce chantier hors norme. Bon, alors, racontez-moi tout. Il y a suffisamment d'épaisseur de tôle pour... D'accord. Donc on remet en peinture. Voilà, tout simplement. Les savoir-faire de nos marins sont à l'image de l'excellence française dans un certain nombre de domaines, et en particulier les domaines techniques. Dans les entrailles du porte-avions, ce sont des milliers de pièces et de locaux qui sont optimisés, agrandis, réaménagés. Le commandant vérifie qu'ils seront bien adaptés pour ces hommes. La tournée du commandant se conclut par le central opération. On parle du CO. Toutes les opérations militaires y convergent. C'est le centre névralgique du porte-avions. Il est bien à l'abri, situé plusieurs étages sous le pont. Armement, radar, échange d'informations avec les autres bâtiments. C'est ici que des ordinateurs spécialisés dits calculateurs centralisent les informations sensibles du bâtiment.
Sur le théâtre des opérations, les marins doivent traiter de multiples paramètres en un minimum de temps. Une tâche impossible sans le CO. C'est aux centrales opérations, à l'intérieur du bâtiment, le cœur stratégique, le centre nerveux du bâtiment, que l'ensemble de cette coordination se fait. C'est en gros un cerveau, un logiciel, qui est le cerveau du bateau, et il intègre des informations qui peuvent venir des navires américains, ou réciproquement des informations qu'on fournit aux navires américains. Le calculateur est un élément indispensable dans l'autodéfense du bâtiment. C'est lui qui est capable de faire une évaluation de la menace et le commandant pourra décider, si besoin est, le tir et d'abattre la menace qui arrive sur le porte-avions. Dans un monde où tout peut basculer d'une seconde à l'autre, la modernisation du central opération est une priorité. Pour que le Charles de Gaulle puisse faire face aux menaces du futur, un bond technologique énorme est opéré. Une véritable opération de chirurgie géante. Les consoles, les meubles et post-opérateurs sont évacués. Des faux plafonds au plancher, tout est enlevé, arasé, décapé. Ce navire va être équipé des moyens les plus modernes. Le défi, faire face aux conflits du XXIe siècle. On est passé de l'âge du cuivre à l'âge de la fibre optique. Les communications vers l'extérieur passent au haut débit. Une étape qui a nécessité de changer des distances de câbles inimaginables pour les remplacer par de la fibre optique. Dans ce local technique que nous avons aménagé, vous avez un exemple d'armoire informatique type qui est installé, donc avec des équipements actifs qui permettent le raccordement des différents abonnés qui ont besoin de communiquer ensemble dans le bord, et tout le câblage qui dessert l'ensemble du bâtiment. Le nombre de ces installations est impressionnant. Au total, l'équivalent de 340 km de câbles de cuivre et de fibre optique sont installés. Pour les PCC, Sam, les lanceurs, ça, Ouais. les deux qui vont tuer Caringage. Ça ou en dessous, il n'y a pas des baies qui vont en dessous? En dessous, c'est des BJ. Voilà. Dans le CO, les nouveaux équipements mis en place sont le fruit d'années de réflexion. Si aujourd'hui les nouveaux systèmes installés sont ultra rapides, ils doivent désormais être en mesure de lutter contre une nouvelle menace, le piratage ou cyberattaque. Les procédures pour pouvoir intervenir sur un système informatique du bateau ont été extrêmement durcies depuis le début de la modernisation. On ne peut pas aujourd'hui monter à bord avec une clé USB, avec un PC, sans avoir une autorisation de l'officier de sécurité informatique, qui aura passé systématiquement au SAS antivirus l'appareil qui va monter à bord. Pour contrer ces nouvelles menaces, les locaux ont été complètement repensés. Les ordinateurs, les écrans, les logiciels sont changés. L'accès à l'information et la rapidité des échanges avec nos alliés sont un enjeu clé pour rester à la pointe de l'élite mondiale. Directement, tu as ton écran qui t'affiche tes zones de secteur en fonction de ce que tu veux avoir, en fonction de tes gabarits. L'outil en lui-même, il est pas compliqué. C'est même plus intuitif que ce qu'on avait avant. Ces nouveaux réseaux de communication vont permettre au Charles de Gaulle de rester à la pointe des futures opérations militaires. Il ne faut jamais oublier que le Charles de Gaulle est avant toute chose un aéroport flottant. Il ne serait rien sans ses aéronefs, et notamment ses chasseurs embarqués. Ce sont eux qui dotent le navire d'une force de frappe phénoménale. Défense aérienne, attaque au sol ou en mer, appui aérien de troupes au sol, renseignement. Grâce à eux, aucune zone de conflit ne peut échapper aux porte-avions français. Mais pour améliorer les performances du Charles de Gaulle, un choix drastique a été opéré. Alors qu'hier, la flottille était composée de Rafales et de super-étendards, désormais tous les avions de chasse embarqués seront des Rafales marines F3. Le passage au tout Rafale aura deux avantages. Le premier, c'est l'organisation à bord. En ayant un seul type d'aéronef, en termes de maintenance, en termes de mise en œuvre sur le pont d'envol, c'est beaucoup plus simple pour l'ensemble des acteurs, de la planification jusqu'au pont d'envol.
Le deuxième avantage, c'est que les capacités militaires qu'offre le Rafale par rapport au super-étendard sont largement supérieures. Et du coup, d'avoir un parc composé uniquement de Rafale nous permettra d'augmenter l'effet militaire du groupe aéronaval. La suppression des super-étendards au profit des Rafales est une révolution. Avec ce Rafale Marine dernier cri, le porte-avions et son groupe aérien embarqué prennent une autre dimension. Les capacités du Rafale sont hors normes. Il peut voler près de 2000 km sans ravitaillement et sa vitesse de pointe atteint 2400 km/h. Ces doubles moteurs permettent qu'en cas de panne ou de dommage, l'avion continue de voler. Un crochet fixé sur le train avant assure le catapultage du Rafale Marine. Sa capacité d'armement est impressionnante, du missile standard à la bombe atomique. Il transporte 3 fois plus d'équipements que ses prédécesseurs. Ce Rafale Marine possède une autre spécificité conçue pour le porte-avions, une crosse d'appontage, qui permet d'accrocher l'avion au câble de freinage lors des phases d'atterrissage. Puissance, rapidité, maniabilité, jamais le porte-avions n'aura été si performant. Nous arrivons sur le théâtre, nous connectons avec tout notre environnement tactique et dès le premier jour, on est capable de mener le combat. Les pilotes embarqués de Rafale sont formés de façon très spécifique. Ils doivent apprendre à se poser sur l'équivalent d'un terrain de tennis. Passer de 240 km/h à l'arrêt complet sur moins de 80 mètres. Pour réussir cet appontage, ce bâtiment est équipé de ce que l'on appelle les brins d'arrêt, des énormes câbles qui traversent le pont. Ils sont bien sûr vérifiés lors du chantier. Tout va très vite. D'abord, vous sentez cette décélération, un peu comme si vous êtes sur l'autoroute et vous pilez. Quand en gros vous passez de 250 km/h à 0 en 50-60 mètres. Vous avez un gros bruit métallique, ça c'est les souvenirs que j'ai de mon premier appontage. J'avais l'impression que j'avais éclaté mes 2 pneus, que j'ai roulé sur mes jantes parce que un bruit métallique incroyable. Dans le cas où le Rafale n'accroche pas les brins d'arrêt, il redécolle immédiatement. Sur les théâtres d'opération, pas de place au repos. Les marins et les pilotes doivent être prêts à décoller à tout moment. Pour assurer cette efficacité, le système de catapulte est entièrement remis à neuf. Les catapultes, ce sont les systèmes d'éjection des avions embarqués Rafale. Des béliers souterrains qui propulsent l'avion en ligne droite, le long d'un rail. Invisibles à l'œil nu, ils sont situés sous le pont du navire. Sur moins de 80 mètres, les catapultes font décoller un avion en 3 secondes chrono. Une puissance impressionnante. Vous faites de 0 à pratiquement 300 km/h en moins de 2 secondes. En fait, votre tête est emmenée en arrière comme ça, vous avez beau avoir l'appui-tête, et donc en fait vous êtes un peu bloqué pendant la phase de catapultage parce qu'on arrive à des accélérations qui sont vraiment très élevées. Avec cette modernisation, l'objectif est ambitieux. À plein régime, les catapultes vont pouvoir faire décoller un avion toutes les 30 secondes. Une force de frappe que seuls les Américains peuvent égaler. Pour les pilotes, la coordination et la confiance avec les équipes du pont d'envol est primordiale. Pendant la durée du chantier, impossible d'effectuer les exercices de catapultage et d'appontage sur le pont d'envol, car le Charles de Gaulle est le seul porte-avions français.
Conserver les automatismes est un défi quotidien pour les hommes du porte-avions et du groupe aérien embarqué. Mais alors, comment les pilotes peuvent-ils rester performants? Paradoxe, c'est à terre qu'ils font ce travail. Direction, la base de l'aéronautique navale de Landivisio, en Bretagne. C'est là que les marins du ciel et personnel du pont poursuivent leur entraînement. Des exercices avec au sol des lignes qui reproduisent à l'identique la taille et le marquage du Charles de Gaulle. Les pilotes s'entraînent à l'appontage simulé sur piste. Vous êtes sur une piste normale, mais vous suivez les procédures, les techniques de pilotage liées à un appontage, avec un officier d'appontage qui surveille tout ça et qui vous note à la fin de votre séance. Un véritable porte-avions en pleine campagne bretonne. C'est là que les marins répètent leurs manœuvres sur le pont, encore et encore. Comme des gammes au piano, il faut les répéter, qu'elles soient ancrées au plus profond de soi-même et ne pas faire d'erreur le jour où vous avez une mission importante. C'est pas toujours simple, notamment quand on vient d'une mission de 8 heures au-dessus du théâtre irakien où on est vraiment fatigué. Mais l'entraînement sur Terre ne suffit pas. Pour retrouver un système de catapultage et de brin d'arrêt, les pilotes doivent aussi s'entraîner sur un vrai porte-avions. Alors une seule possibilité, les marins militaires français vont aller s'exercer sur un porte-avions américain. La coopération entre la France et les États-Unis dans le domaine des porte-avions est très ancienne. Il faut se souvenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains nous ont prêté des porte-avions pour retrouver les savoir-faire. C'est un voyage hors norme pour la Marine nationale. Après une traversée de l'Atlantique de 6 heures et un ravitaillement en vol, les Rafales marines atteignent les côtes américaines. C'est sur la base de Norfolk, en Virginie, que tout l'équipage se rejoint. Le but, c'est de s'insérer dans un groupe aérien américain. Ils ont les mêmes structures que nous, avec plusieurs flottilles. Eh bien, on s'insère comme une flottille avec eux. Au total, ce sont 350 marins, 12 Rafales marines et un Hawkeye qui font le déplacement jusqu'aux États-Unis. Une opération unique au monde. Le Rafale Marine français est le seul avion étranger autorisé à se poser sur les bâtiments américains. On est déployé pendant 15 jours à bord d'un porte-avions américain qui est dédié au groupe aérien constitué franco-américain. Voilà. C'est important parce que l'interopérabilité avec les Américains, c'est quelque chose de fondamental. Les pilotes français vont s'entraîner nuit et jour sur le porte-avions Bush, aux côtés des F-18 et Hawkeye de l'US Navy. Derrière cette opération d'exception, tout un symbole. Celui de la coopération française avec ses alliés. Mais les pilotes et les marins du pont d'envol ne sont pas les seuls à devoir s'entraîner. Tout l'équipage du Charles de Gaulle doit aussi être prêt au combat quand le porte-avions appareillera. Sur les mers du globe, le Charles de Gaulle est amené à traverser des zones sous haute tension. Pour protéger le porte-avions, ces tireurs d'élite de la Marine nationale doivent rester au maximum de leur capacité. Une fois remis à la mer, les marins vont devoir réapprivoiser ce porte-avions nouvelle génération le plus rapidement possible. Alors que le chantier se poursuit à Toulon, la Marine se prépare déjà aux conflits à venir. C'est dans ce simulateur de la base navale de Toulon que les artilleurs s'entraînent pendant le chantier. Pour se perfectionner au comportement hostile, cette zone d'entraînement est ultra immersive. Commandant d'OP, 2 personnes armées, tribord 10 sur la jetée. Les écrans reproduisent la trajectoire des tirs et le mouvement des armes en conditions réelles. La piste est classée hostile.
Les situations à risque sont répétées dans un décor reproduit en 3D sur les murs du simulateur. C'est développé. Donc on effectue le warning 3 et un tir d'avertissement sur la piste suspecte d'abord 340. Aujourd'hui, les marins simulent le passage du canal de Suez. Le jour J sur le terrain, les hommes devront choisir en urgence les meilleures stratégies. Les enjeux sont militaires, mais aussi diplomatiques. Le Charles de Gaulle est une arme hautement politique aux mains du président de la République. Une seule mauvaise réaction peut passer pour une déclaration de guerre. Et vous vous limitez à ça, donc c'est très bien. Le Charles de Gaulle est le fleuron de la marine. Pour mettre à distance n'importe quel navire, avion ou drone, le porte-avions possède une détection de pointe. Le combat, c'est ce qui va permettre au navire d'être conscient de son environnement, lointain ou proche. Pour repérer les menaces, le Charles de Gaulle dispose d'un arsenal de 7 radars. Ces radars sont véritablement les yeux et les oreilles du bâtiment. Un équipement colossal qu'il faut moderniser et adapter aux futures missions du Charles de Gaulle. Exemple, le brouilleur radar ARBB-33, situé de part et d'autre de l'îlot. Son rôle est essentiel. En surchargeant d'interférences les capteurs ennemis, ces brouilleurs viennent perturber la localisation précise du Charles de Gaulle. Une technique qui permet de contrer les radars adverses et certaines armes. Pour protéger l'ensemble de sa force navale française, le Charles de Gaulle doit pouvoir détecter n'importe quel aéronef ou missile à plus d'une centaine de kilomètres. La réactivité au sein de la force, elle est extrêmement importante, notamment face aux menaces les plus modernes. Je pense par exemple aux missiles anti-navires qui pourraient être tirés contre la force. Eh bien, lorsque vous détectez cette menace, vous n'avez que quelques dizaines de secondes pour y agir. DMA en garde optique. 100 mm, à l'heure! Dans le cadre de la modernisation, le nouveau radar Smart S va permettre au porte-avions de détecter à plus de 300 km le moindre avion ou drone. Il possède des capacités de détection 10 fois supérieures à l'ancien radar. Une précision indispensable dans les conflits du futur. Et c'est sur la presqu'île de Saint-Mandrier, à une quinzaine de kilomètres du chantier, que le futur radar de veille Smart S est installé. Un des enjeux majeurs du chantier, c'est de réussir toute la modernisation dans des délais très contraints. Donc un des outils qui nous a permis de réduire les délais d'intégration de tous les nouveaux matériels a consisté à les tester de manière anticipée sur des plateformes dans d'autres locaux que le bateau à proprement parler. Après des tests poussés, le radar est prêt à être installé sur le Charles de Gaulle. Avec une minutie d'horloger, les techniciens de Naval Group décrochent le nouveau radar de son support de transport. Il y a un axe là pour l'enlever. Une fois sanglé à une grue, il est soulevé de quelques centimètres. Alors qu'on le hisse, les hommes vérifient que rien ne va se décrocher. Sur le Charles de Gaulle, un autre groupe de techniciens prépare le socle qui va réceptionner le radar. Pour installer le nouveau radar sur le bateau, il faut respecter un certain nombre de contraintes et d'exigences, notamment liées à son plan de pose, et qui peuvent aller dans un niveau de précision assez impressionnant, parfois au millimètre, ou au dixième ou au centième de degré près. Le radar prend enfin place sur le Charles de Gaulle. Une fois installé, il faut le régler pour finaliser la pose. L'antenne, il faut qu'elle vive, il y a un moteur, il faut la faire tourner, donc il faut l'aligner. Il faut rajouter des pièces mécaniques pour limiter les jeux. Il faut faire le branchement électrique pour faire tourner le moteur. Il faut vérifier que la tension soit la bonne tension qui arrive au bout du câble. Outre ses capacités techniques, ce radar présente un autre intérêt non négligeable pour le porte-avions. Si on prend le dernier radar qui date d'il y a une trentaine d'années, il y avait pour fonctionner une quinzaine de baies. Donc des baies, c'est des grosses armoires bourrées d'électronique. Et maintenant, la nouvelle installation qui arrive pour le remplacer,
c'est juste 2 baies et un petit module de réfrigération. Donc le radar aérien ancienne génération qui devait prendre environ 60 à 100 mètres carrés de locaux cumulés sur plusieurs ponts, là on en arrive finalement à prendre plus que 20 mètres carrés. Au moment de se poser sur le Charles de Gaulle, le pilote est aidé par un élément indispensable, le miroir d'appontage. Ce dispositif ici à gauche de la piste. Ce système fonctionne avec des lumières de différentes couleurs qui donnent des repères au pilote en phase d'appontage. À Toulon, ce système est complètement revu. L'ancien miroir et sa plateforme ont été entièrement démontés. Une nouvelle plateforme va être fixée. L'opération est délicate. Cette immense pièce rouge est extrêmement lourde, plus de 8 tonnes. C'est elle qui va permettre d'accueillir le nouveau miroir d'appontage. Avec les officiers d'appontage toujours présents sur le pont d'envol, c'est l'outil qui permet de guider le pilote pour se poser. Une lampe géante qui diffuse 2 signaux, une lumière jaune au centre et à l'horizontale, un alignement de lumière verte. Elles permettent au pilote d'ajuster sa trajectoire. Une fois la lumière jaune alignée avec les lumières vertes, le pilote sait qu'il est en bonne position pour apponter. Ce matin, c'est Noël avant l'heure. Les techniciens de Naval Group déballent ce miroir. Le miroir d'appontage pourrait être comparé à un flipper avec beaucoup de lumière. Vous avez 2 types de flippers. L'ancien flipper américain des années 80 avec les vieilles ampoules, les vieilles technologies, et un flipper actuellement très moderne, basé sur des systèmes à fibre optique et beaucoup plus fiable qu'auparavant. Des techniciens vérifient l'alignement des signaux lumineux au pont du navire. L'instrument doit être parfaitement dans l'axe pour être opérationnel. Et il doit bien sûr être raccordé aux systèmes électroniques du porte-avions. Pas moins de 4 km de câbles sont nécessaires pour ce seul appareil. Un peu plus loin, les techniciens attendent impatiemment l'arrivée d'un nouvel élément clé, le dispositif d'appontage laser. C'est en effet ce système qui permet à l'officier d'appontage de repérer la position des avions en phase d'approche finale. Pour apporter une aide à l'appontage, il y a un système optique qui est basé sur un rayon laser, avec un rayon laser qui est émis du porte-avions, réfléchi par l'appareil et qui revient sur le porte-avions, qui sert à guider 2 caméras, une caméra de jour et une caméra infrarouge spécifique de nuit. Empaqueté avec le plus grand soin, le colis est déposé, doucement. Le laser est constitué de plusieurs pièces qu'il faut imbriquer, une par une. Un remontage à haut risque d'un Lego grandeur nature. Les pièces manipulées sont des bijoux technologiques très précieux. Pour faciliter l'assemblage, la surface des pièces est graissée. Suspendue par une grue, tout se joue au millimètre près. En cas de mauvais temps, apponter sur le Charles de Gaulle est une opération difficile. Les pilotes de Rafale Marine disent que vu de loin, en pleine mer, le Charles de Gaulle ressemble à un ticket de métro. Sans oublier bien sûr que les appontages se font aussi de nuit. Un défi qui demande aux marins une mobilisation 24 heures sur 24. Un porte-avions lance ses avions et récupère ses avions à peu près face au vent. Ce qui signifie que le porte-avions passe son temps à faire des demi-tours, des quarts de tour. Donc toutes ces évolutions sont des facteurs de déstabilisation de la plateforme, de mouvement de plateforme, qui compliquent énormément le travail sur le pont d'envol.
L'une des difficultés, c'est d'avoir un pont le plus stable possible. Tout le but de la stabilité, c'est de rendre le pont du porte-avions le plus fixe possible par rapport au pilote. Pour réduire au maximum le tangage du pont d'atterrissage, les Français ont mis au point un système de stabilisation unique au monde. Ce dispositif se compose de 3 éléments. Les ailerons, les safrans et ce que l'on appelle les trains cogites. Quand le navire tangue dans les vagues, un calculateur central vient actionner ces différents éléments du bâtiment. Le pont d'envol peut ainsi se redresser pour aider l'appontage des pilotes. Le Charles de Gaulle est le seul porte-avions au monde doté de cette technologie. Avec son système de tranquillisation de plateforme, et en particulier ces trains cogites, de compensation de la gîte, nous arrivons à avoir une plateforme extrêmement stable. Donc au plan tactique, au plan opérationnel, comme au plan pratique à bord sur le pont d'envol, cette grande stabilisation de la plateforme, c'est un considérable atout. Ces trains cogites, aujourd'hui suspendus à des grues, sont essentiels à ce système de stabilisation. Ce sont des wagonnets très compacts roulant sur des rails de fer. Le principe de ces chariots est révolutionnaire. 12 lignes de train sont situées sous toute la largeur du pont d'envol. Comme le poids d'une balance, ces trains viennent compenser l'inclinaison du navire. Si le pont d'envol penche d'un côté, un automate vient instantanément tirer les trains du côté opposé. Le pont se redresse alors. Un total de 144 pièces sous le pont d'envol du bâtiment. Chaque wagon pèse plusieurs tonnes. Lors des déploiements de l'armée française autour du monde, le Charles de Gaulle est un levier diplomatique puissant. Avec cette modernisation XXL, le Charles de Gaulle continuera d'agréger autour de lui d'autres forces navales, françaises, mais aussi étrangères. Un leadership militaire qui repose sur un atout central, sa propulsion nucléaire. Lors des missions sur toutes les mers du monde, plus besoin de se ravitailler en carburant pour la propulsion du bateau, comme pour ses prédécesseurs, le Foch et le Clémenceau. En tant qu'utilisateur du Charles de Gaulle, j'apprécie beaucoup sa propulsion nucléaire. Parce qu'elle dégage énormément d'espace, puisque nous ne sommes pas obligés d'emmener du carburant pour faire transiter le bâtiment. Et lorsqu'il transite à des vitesses importantes, 20 nœuds, c'est-à-dire 40 km/h, ça consomme beaucoup de carburant. À bord, il n'y a pas besoin de garder de la place pour le combustible nécessaire à la propulsion, puisque ce combustible tient dans moins d'une dizaine de mètres cubes et vous permet de travailler pendant 10 ans. En effet, les cœurs nucléaires ne sont pas inépuisables. Tous les 10 ans, le combustible doit être entièrement renouvelé. Et c'est lors de ce chantier que cette opération est menée. Les centrales nucléaires du porte-avions qui servent à produire l'énergie sont comparables à une batterie. Il y a une dizaine d'années, partis avec des batteries qui étaient chargées à 100%. Nous ne sommes pas en mesure, en revanche, de les recharger. Et arrivé à zéro, il faut changer de batterie. C'est quand même assez formidable ce qu'on fait, ne faire que tous les 10 ans. À titre de comparaison, sur une centrale EDF, le combustible il est remplacé on a à peu près une fois tous les ans et demi. Retour dans les années 80. Pour construire le Charles de Gaulle, la France fait le choix d'une technologie révolutionnaire, l'énergie atomique. Le Charles de Gaulle possède 2 réacteurs nucléaires. Chacun fonctionne avec des atomes d'uranium-235. Pulvérisés dans des cuves, ces atomes produisent de l'énergie sous forme de chaleur. L'énergie ainsi dégagée par les cœurs nucléaires permet de faire chauffer l'eau récoltée dans des générateurs. Portée à ultra haute température, la pression de la vapeur actionne la propulsion du navire, mais aussi les catapultes et de nombreux systèmes à bord. L'énergie produite est stupéfiante. Elle pourrait alimenter une ville de 20 000 habitants. Pour recharger les réacteurs, la surveillance à Toulon est extrême, car les cœurs nucléaires sont doublement sensibles.
il faut préserver ces réacteurs français de l'espionnage industriel. Mais il faut aussi protéger le navire contre toute menace d'attaque. On doit pouvoir s'assurer que toutes les mesures de protection défense sont prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'agression à la fois sur le bâtiment lui-même, sur ses personnels qui travaillent dessus et enfin sur la chaufferie nucléaire. Je ne vous donnerai pas de détails sur ces opérations parce qu'elles sont couvertes par le secret de la défense nationale. Il y a des exigences de sûreté nucléaire très élevées. À cause des risques d'accident ou de terrorisme, les militaires se relaient 24 heures sur 24 pour contrôler la zone pendant la recharge des réacteurs. Seuls certains ingénieurs et ouvriers assermentés peuvent y accéder. Aucune caméra ne peut y entrer. Ce chantier technique extrêmement compliqué pour ce bâtiment de combat se fait dans un cadre extrêmement précis. Il est à l'intérieur de la base navale et à l'intérieur de la base navale, on a une zone de protection supplémentaire autour du Charles de Gaulle. Et enfin, pour accéder aux installations de la propulsion ou de la chaufferie nucléaire, on a encore d'autres barrières à passer pour pouvoir accéder enfin au travail. Recharger les cœurs nucléaires est une tâche ultra complexe, car les cuves possèdent différentes couches de protection. Pour extraire l'uranium appauvri, il faut ouvrir les réacteurs, couche après couche. L'image, ce serait presque un petit peu comme des poupées russes en fait, où il a fallu ouvrir de plus en plus pour aller chercher dans la dernière poupée le cœur nucléaire, le sortir et venir le remplacer. Une véritable opération à cœur ouvert qu'il faut effectuer rapidement. Car quand le Charles de Gaulle est immobilisé, c'est tout un pan de la défense française qui est affaibli. Durant la durée de ce chantier, la France n'a plus de porte-avions nucléaires disponibles. Pas question donc de prendre du retard sur le planning prévu. En situation de conflit, le Charles de Gaulle peut être touché à tout moment. Les marins doivent parfaitement maîtriser les process de sécurité, conserver les bons réflexes en cas d'incident. Durant ce chantier, de nombreux espaces ont été réaménagés pour installer les nouveaux systèmes de communication, pour le passage au tout Rafale. Pour s'adapter à ces changements, des exercices comme celui-ci sont réalisés. Alarme incendie en Delta 013 poste OM. Évacuation de la zone en récupérant le matériel de la zone sinistrée. Imaginez une explosion, un incendie. C'est l'ensemble du Charles de Gaulle qui serait menacé. Durant le chantier, les équipes de sécurité s'entraînent régulièrement pour connaître au mieux la nouvelle configuration des locaux. Aujourd'hui, c'est le lieutenant de vaisseau Audrey qui dirige l'entraînement. Exercice du jour, simulation d'un feu dans les coursives. Donc là, la priorité est bien qu'on sache s'il n'y a plus personne sur zone. Les marins répertorient minute par minute leurs interventions. Rien ne doit être négligé. Dans l'évacuation, nous avons un blessé, une victime. Alarme, un blessé, évacué au niveau du PRV. La coordination est permanente. En cas de sinistre ou d'attaque du Charles de Gaulle, l'enjeu est de réagir le plus vite possible. Début d'attaque. Par arrosage semi-fixe. Début d'attaque, effectué par la CAI. Delta 0117. Pour préparer une telle évacuation d'urgence, il faut un sang-froid à toute épreuve. Le Charles de Gaulle est constitué de plus de 1000 pièces. Il faut maîtriser ce gigantesque labyrinthe. Feu éteint. L'incendie est maîtrisé et la victime mise en sécurité. Pour évacuer un bâtiment nucléaire comme le Charles de Gaulle, les connaissances mobilisées sont énormes. Lors de conflits potentiels, ce sont les vies de 2000 marins qui seront en jeu. Actuellement, nous avons un blessé qui a été mis au niveau du PRV, PZ avant. La priorité est bien la sauvegarde de la vie humaine. Fin de communication. Sous pont, dans les étages inférieurs du navire, une armée de centaines de marins sont spécialisés dans la gestion des aéronefs. Mais plus globalement, tous les marins du Charles de Gaulle, du cuisinier au médecin, sont tournés vers un objectif. Le rythme d'activité est cadencé par les coups de catapulte, avec une énorme vibration qui s'entend dans tout le bord. Donc tout le monde sait quand on catapulte des avions, et tout le monde entend les avions qui rentrent à bord.
Pour maximiser cet outil de guerre ultra performant, tous les marins travaillent comme un seul homme. Vous n'y pensez pas forcément de manière complètement consciente, mais vous avez en tête que vous ne seriez pas là, vous, en train de vous prendre cette énorme accélération de 5G s'il n'y avait pas eu un travail colossal de plusieurs milliers de personnes. C'est dans ce hangar que va être abritée ce qu'on appelle la chasse embarquée, cette flottille de rafales marines. Le hangar, une immense pièce située sous le pont d'envol. Test moteur, réparation électronique, tout se fait ici. De retour de mission, c'est là que les aéronefs embarqués sont réparés. Là, il est en réticulation, là. Avant cette modernisation, la chasse embarquée se répartissait entre rafales marines et super étendards. La configuration était bien sûr différente, car les ailes du super étendard se replient, contrairement à celles du Rafale. Il faut donc adapter les espaces. Finalement, quand on le met dans un hangar ou sous le pont d'envol, il prend plus de place. Et puis il est surtout plus massif. Autre différence, le Rafale est bimoteur, contrairement au super étendard. Du coup, ce ne sont plus un, mais deux moteurs qu'il faut désormais contrôler et parfois même remplacer. Quand il faut dépanner un avion, il faut de la place et il faut pouvoir y accéder relativement facilement pour gagner en efficacité et qu'il soit disponible le plus vite possible. Dès qu'on sera en mer, on va profiter de voir si toute l'installation du banc d'essai réacteur et le système informatique vérifié soit bien fonctionnel. Une des grosses opérations a été la refonte des ateliers moteurs afin de les adapter au passage au tout Rafale. Précédemment, il fallait traiter deux types de moteurs, les moteurs du super étendard et les moteurs du Rafale. Désormais, on est exclusivement à même de traiter les moteurs du Rafale, le M88. Lors d'interventions en territoire ennemi, aucun avion n'est à l'abri d'une attaque et d'une avarie. Pour changer et tester les fameux moteurs de Rafale, les M88, un bloc opératoire géant a été mis en place. Il permet de disséquer les Rafales après leur retour de mission. Nous avons le bâti dédié aux opérations de visite du moteur. Et nous avons ici la chance d'avoir un moteur M88 positionné sur un autre bâti de maintenance, tel qu'on pourrait l'avoir en conditions opérationnelles. En pleine mer, le Charles de Gaulle est soumis à rude épreuve. Entre les températures tropicales ou glaciales, les tempêtes en mer et dans le désert, les installations doivent être capables d'encaisser ces chocs. Et les nouveaux équipements, radars dernier cri, calculateurs, câblage en fibre optique, devront tenir le choc les 20 ans à venir. Un des éléments les plus compliqués à gérer, c'est la chaleur. En mer, la température dégagée par l'ensemble des installations est colossale. Pour éviter la surchauffe des équipements embarqués, le navire est équipé d'énormes frigos air. Aujourd'hui, des tauliers et des soudeurs découpent la carcasse pour extraire ces frigos air. L'opération est lourde. Le Charles de Gaulle possède une double coque de plus d'1 mètre d'épaisseur. Percée, taillée, déformée, usée par la mer, la double coque du Charles de Gaulle a été malmenée. Il faut que la coque protège les nouveaux instruments du Charles de Gaulle pendant plus de 20 ans. 2 décennies passées à sillonner les mers ont laissé des traces sur le porte-avions. Comme un patient dans un bloc opératoire, les plaies doivent être recousues avec minutie. Pour protéger les nouveaux matériels high-tech, la coque doit être comme neuve. À l'extérieur comme à l'intérieur. Ce travail de haute précision est confié à des spécialistes de la soudure. Rien que sur la coque, plus d'1 centaine de brèches ont été faites. Il faut tout réparer au millimètre près.
Pour ces brèches, des équipes spécialisées sont mobilisées. Elles vérifient l'étanchéité de chaque partie au moyen de radiographie, d'ultrasons. Chaque ancienne brèche est radiographiée pour assurer un contrôle d'une précision extrême. On a des contrôles très complexes par radiographie, un petit peu comme on passe une radio du bras lorsqu'on s'est cassé le bras, quoi, pour éliminer tout défaut. Et on a en fait une carène comme elle est à neuf, quoi. Ici, c'est la soudure d'une pièce de moteur, le collecteur, qui est contrôlé. On vérifie si on n'a pas des indications à l'intérieur de la soudure, type fissure, porosité. Là, on voit le diamètre extérieur. Là, ici, en blanc, l'épaisseur du collecteur. Là, ici, la soudure. Et là, l'intérieur du collecteur. La bande sombre, c'est du vide, en fait. Une fois remis à l'eau, la coque du Charles de Gaulle devra résister à toutes les mers du globe pendant les 2 décennies à venir. Ce chantier, qui au total aura duré 18 mois, s'achève dans quelques semaines. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Reste une étape hautement symbolique, la remise en place des ancres du Charles de Gaulle. Relié au navire par des lignes de mouillage de 300 mètres, c'est 80 tonnes qu'il faut hisser sans endommager la coque tout juste repeinte. Tandis que les derniers coups de peinture sont posés, une réunion se prépare. Les responsables de Naval Group organisent la dernière étape du chantier du Charles de Gaulle au bassin, sa remise à l'eau. Alors qu'aujourd'hui, on est en journée normale, demain on est en 2-8. Les visages sont tendus. Ce sont les derniers instants du porte-avions en cale sèche. Par nature, un bâtiment à quai au port est plus vulnérable. Un bâtiment, il est fait pour être en mer, en particulier un bâtiment de combat, il est fait pour être en mer, pour être mobile, pour pouvoir jouer de sa capacité à se déplacer, pour pouvoir conduire des missions. Le porte-avions Charles de Gaulle est unique en France. Et donc l'arrêté pour mener ces opérations d'entretien a un coût opérationnel puisque pendant 18 mois, le porte-avions est totalement indisponible, donc n'est pas prêt à pouvoir intervenir en fonction de là le pouvoir politique le décide. La défense française a un besoin urgent de retrouver son unique porte-avions nucléaire. Le temps presse. L'inattention d'un seul des ouvriers ou marins pourrait reporter la sortie du bâtiment. Pour éviter tout couac, Jean-Nicolas, le responsable des opérations de remise en eau du bassin, s'assure que chacun a bien en tête tous les éléments de la manœuvre de la journée. Tout a été planifié dans les moindres détails. Bon, et voilà. Bonne journée à tous. Pour une sécurité maximale, il va falloir remplir le bassin par paliers afin de vérifier l'étanchéité de la coque. Cela prendra 48 heures. Un premier palier devra immerger le bâtiment d'1 mètre. Le lendemain matin, à 3,80 m. L'après-midi, 5,80 m. Enfin, un 4e palier le surlendemain à 7,60 m. Dernier niveau avant la remise à l'eau totale et la sortie du bassin. Pendant la remise à l'eau partielle, le Charles de Gaulle reste sous perfusion. Parce que l'objectif en fait qu'on a, c'est que quand on va décider la mise en flottaison du bateau, donc théoriquement à mercredi soir, et ben là on ne reviendra pas en arrière. Le but de la manœuvre, s'assurer qu'il n'y ait aucune voie d'eau. C'est au niveau des tuyaux d'alimentation, les flexibles, que tout se joue. Tous les flexibles d'alimentation sont encore connectés, permettent toujours d'amener l'eau de mer depuis l'extérieur vers le bateau. Donc tous ces flexibles vont rester connectés pendant toute la mise en eau partielle. Ce n'est qu'au 4e palier que les flexibles seront déconnectés du navire. C'est une marge de sécurité qui permet de garantir que le bateau reste bien posé sur sa ligne de thym. C'est un niveau qui est intéressant parce qu'il permet de garder le bateau posé et en même temps, tout est fonctionnel sur le bateau. Une fois le remplissage commencé,
Plus de retour en arrière possible. À leur poste, les techniciens de Naval Group retiennent leur souffle. Le remplissage commence. Un torrent d'eau de mer remplit le bassin à une vitesse hallucinante. Pour sortir le poids monumental du porte-avions, c'est l'équivalent de 47 piscines olympiques qu'il faut remplir. Rappel pour la fermeture au niveau bassin. C'est le grand jour. Le bassin est rempli. Il reste encore à guider le Charles de Gaulle vers le port. Bon allez les gars, on va sur le quai. J'appelle base navale. Des plongeurs de la Marine nationale se chargent de retirer les dernières amarres. Vous avez plongé sur l'écarteur? Et à l'arrière, vous n'avez pas plongé? Ils communiquent en permanence avec les techniciens de Naval Group. Des protections gigantesques sont installées. Pendant la sortie du navire, il ne faut en aucun cas que la coque effleure le quai de béton. C'est la réussite de tout le chantier qui est dans la balance. Pour cette ultime étape, marins, militaires, ouvriers, techniciens extérieurs travaillent main dans la main. Puis, une fois à l'eau, c'est la Marine nationale qui reprendra le contrôle total du porte-avions. Un gars du Charles de Gaulle avec un mec de chez moi. On se dispatche sur la totalité du bâtiment. 4 à l'arrière, 5 autres personnes avec moi. Voilà, donc là vous êtes 5, c'est impeccable. Donc faites votre truc. C'est bon? T'as jamais fait? Ok. Lui il fait, voilà, tu suis avec lui, et vous deux avec lui. Puis de toute façon, bon, on sortira au fur et à mesure. Donc là, les marins reprennent véritablement possession de leur navire, à la fois sur les passes embarcation, sur les postes de manœuvre, et puis ensuite en passerelle où le commandant et l'ensemble de l'équipage reprennent le commandement du bateau, dirigent la manœuvre et corrigent la dérive éventuelle du bateau. À tous d'IRP, début mouvement. C'est une étape symbolique, mais c'est que le début de la suite des opérations. On va pouvoir commencer les essais à la mer, les essais à flot, donc et continuer vers la fin de l'arrêt technique. Lorsque le Charles de Gaulle retrouve l'élément liquide, c'est comme un malade qui sort de l'hôpital. C'est une forme de résurrection. On retrouve son milieu naturel. Durant ces longs mois, tous les éléments du navire ont été explorés. Chaufferie nucléaire, système de stabilisation, dispositif d'aide à l'appontage, technique de catapultage des rafales, un radar militaire, système de propulsion, mais aussi les hangars et le CO, centre névralgique du porte-avions. Pendant 18 mois, le Charles de Gaulle a été revu de fond en comble. Et cette gigantesque révision a mobilisé des compétences partout en France. Brest, Nantes, Angoulême, Lorient, Cherbourg, Toulon, des milliers de spécialistes ont été sollicités pour mener à bien ce chantier. En Bretagne, comme aux États-Unis, les pilotes de Rafale de la Marine nationale se sont préparés au retour du porte-avions. Après 5 ans de préparation, puis 18 mois de travaux, le plus grand chantier de France s'achève. Pensé à la fin des années 80, le Charles de Gaulle est complètement refondu. Une prouesse technologique unique. Une nouvelle vie redonnée à ce navire de légende. Avec cette modernisation hors norme, la défense française est prête à entrer dans une nouvelle ère. Celle du XXIe siècle et des conflits de demain.